Hein? Entendu, on y va. Bonsoir donc, bonsoir à tout le monde. C'est notre 8e séance de ce séminaire de l'école du réel, séminaire donc 2022-2023. C'est la 8e séance sur les 12. Il nous restera 4 séances ensuite. On est donc à un virage de la question. On est donc à un virage de la question parce qu'on est à la fin des années 50 et il se passe beaucoup de choses à la fin des années 50. On est en plein règne de Charles de Gaulle. La France est en train de beaucoup bouger. La psychanalyse également. Lacan est en train de ferrailler avec le monde entier, avec les IPistes, les gens de l'IPA, la Société psychanalytique de Paris, l'Association psychanalytique de France, les universitaires qui la composent. Et puis l'IPA en général. Voilà, Lacan ferraille tout seul contre les IPistes qui ne comprennent pas ce qu'il avance. Ce qu'il avance, comme il pratique d'abord, sa clinique, sa pratique, les séances dites courtes, qui ne sont pas des séances courtes, qui sont des séances ponctuées, et surtout la théorie qu'il apporte, et notamment ce soir dans le transfert, pour le transfert. Voilà, donc fin des années 50, il se passe, fin des années 50, ce colloque très important que le colloque de Royaumont, des 10 et 13 juillet 1958. Des 10 et 13 juillet 1958. Et Lacan, chacun fait son rapport, les analystes très connus font leur rapport, et celui de Lacan s'appelle « La direction de la cure et les principes de son pouvoir ». En effet, Lacan fait le point comment il estime que l'on doit diriger une cure de psychanalyse, et quels sont les principes de son pouvoir, de cette cure. Voilà. C'est donc 60 pages, 70 pages, 65 pages, je ne sais plus à peu près, en 18 points, où il passe en revue toute la psychanalyse et comment il la conçoit. C'est pour lui l'introduction avec insistance de la question de la primauté du symbolique sur la question de l'image. Qui parle avec moi? Moi, je veux bien laisser la parole. C'est donc le... C'est Eva Fusé-Série. Marina, tu dois... Marina, tu vas dans participants et tu peux couper son micro. C'est bon, je continue? Tu arrives, Marina? Oui, c'est bon. Donc, je dis que c'est un moment très important, fin des années 50. On va passer ensuite dans l'ère des années 60, qui est vraiment la période la plus productrice, en tous les cas, de Lacan à ce moment-là. Mais c'est dans un autre monde, quand on passera la prochaine fois, au mois de mars, le 9 mars, je crois, on passera dans un autre monde lacanien. Là, tout est en place pour une période suivante, qui n'est pas encore là, mais on fait le point en 1958. Ça s'appelle donc la direction de la cure et les principes de son pouvoir en 18 points. Il y avait une phrase que je cherchais, est-ce que je l'ai retrouvée? Je ne sais plus si je l'ai retrouvée. Oui, je l'ai retrouvée. Non, je ne l'ai pas retrouvée, j'ai encore perdu là. Peu importe, mais le temps passe et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a un certain moment où Lacan définit ce que c'est que l'analyse et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vient en analyse, qui vient parler en analyse, et qu'est-ce que l'analyse fait de tout ça? Il ne fait pas ce qu'on fait habituellement dans la psychothérapie, dans la psychologie, même dans la psychiatrie clinique. Il fait autre chose, mais bien sûr, j'ai perdu la page à nouveau. Et j'ai cité pourtant ce passage de nombreuses fois. Je ne le retrouve pas, on va passer à autre chose. Parce que je pense que vous avez lu ou essayé de lire La direction de la cure, qui n'est pas facile, hein, qui est écrit comme on écrit à ce moment-là, comme Lacan écrit à ce moment-là. C'est plein de gongorismes, bon, on n'écrirait plus comme ça. J'espère que vous avez pu capter quelque chose de ce texte. Il y a des passages tout à fait compréhensibles, mais il y en a d'autres. Il faut avoir les références de l'époque, philosophiques, ethnologiques, scientifiques, psychanalytiques, savoir quels sont les enjeux. Mais les enjeux, je vous les résumer en un seul mot. Lacan lutte contre tout le monde. C'est une guerre, une véritable guerre pour imposer le symbolique, sa conception du symbolique. Sa conception. C'est une guerre, comme on dit aujourd'hui, une guerre d'attrition.
hein, comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une guerre d'attrition, ce qui veut tout simplement dire une guerre d'usure. Il est dans cette guerre d'usure. Voilà. L'analyste, paragraphe 7, par exemple, un tout petit exemple, l'analyste est l'homme à qui l'on parle et à qui l'on parle librement. Il est là pour cela. Qu'est-ce que cela veut dire, etc., etc., etc. Plus loin, est-ce là le procédé de l'analyse, un procédé de la vérité? Plus loin, plus loin, plus loin. L'entendement ne me force pas à comprendre. Ce que j'entends n'en reste pas moins un discours, fût-il aussi peu discursif qu'une interjection. C'est une interjection est de l'ordre du langage et non du cri expressif. C'est une partie du discours qui ne cède à aucune autre pour les effets de syntaxe d'une telle langue déterminée. Et c'est là le passage que je voulais vous citer et que j'ai cité maintes fois dans mon histoire. À ce que j'entends sans doute, je n'ai rien à redire, dit Lacan. Hein. Si je n'en comprends rien, ou qu'à y comprendre quelque chose, je sois sûr de m'y tromper. Ceci ne m'empêcherait pas d'y répondre. C'est ce qui se fait hors l'analyse en pareil cas. Je me tais. Tout le monde est d'accord que je frustre le parleur, et lui tout le premier. Moi aussi. Pourquoi? Si je le frustre, c'est qu'il me demande quelque chose. De lui répondre, justement. Mais il sait bien que ce ne serait que parole, comme il en a de qui il veut. Il n'est même pas sûr qu'il me serait gré que ce soit de bonnes paroles, encore moins de mauvaises. Ces paroles, il ne me les demande pas. Il me demande, point de suspension, il me demande du fait qu'il parle. Voilà l'important. Il me demande du fait qu'il parle. Sa demande est intransitive. Elle n'emporte aucun objet. Bien sûr, sa demande se déploie sur le champ d'une demande implicite, celle pour laquelle il est là, de le guérir, de le révéler à lui-même, de lui faire connaître la psychanalyse, de le faire qualifier comme analyste. Mais cette demande, il le sait, peut attendre. Sa demande présente n'a rien à faire avec cela. Ce n'est même pas la sienne, car après tout, c'est moi qui lui veux faire de parler. Le sujet seul est ici intransitif. J'ai réussi en somme ce que dans le champ du commerce ordinaire, on voudrait pouvoir réaliser aussi aisément. Avec de l'offre, j'ai créé la demande. Passage remarquable de Lacan. C'est donc pour ça que j'ai voulu que vous lisiez La direction de la cure, dont je dis que ce n'est pas un texte facile, mais j'ajoute ce soir que si vous pouvez avoir le temps d'aller lire le texte suivant dans les écrits, qui est le rapport, la remarque sur le rapport de Daniel Lagache, la remarque que fait Lacan donc sur le rapport de Daniel Lagache, qui est aussi remarquable et qui est toujours dans le même sens, d'enfoncer le clou de la primauté, à l'époque, c'est la primauté du symbolique sur l'imaginaire. Hein, voilà. On vous parlera de la structure du sujet et ça se terminera un quatrième point par l'éthique, parce qu'on est en pleine éthique, on s'interroge beaucoup sur l'éthique de la psychanalyse et parce que Lacan va faire c'est-à-dire son séminaire sur l'éthique en 59-60, juste avant le séminaire sur le transfert. Pas pour rien, pas pour rien. On est dans une ambiance d'éthique. Voilà, pour ce qui est des écrits, donc si vous avez le temps, vous avez toute la vie, d'aller lire La direction de la cure si vous ne l'avez pas encore lu, et puis si vous avez le temps de regarder le rapport de Daniel Lagache, parce que c'est le summum de la guerre de Lacan avec les hippéistes sur la question du transfert, mais sur la question également du symbolique, dégager de l'imaginaire freudien. Alors maintenant, il y a quelque chose que j'ai à vous dire ce soir sur ce moment. On est en 58, je l'ai dit, et où en est-on avec le transfert? Donc voilà la question que Lacan va se poser dans la troisième partie de la direction de la cure. Si l'on se réfère donc au travail de Daniel Lagache, le professeur Daniel Lagache, l'universitaire Daniel Lagache, qui dans son rapport à lui a pris tout ce qui se faisait sur la psychanalyse
concernant le transfert dans l'histoire de la psychanalyse qui a fait un rapport d'universitaire, c'est-à-dire précis, concis, complet, surtout exhaustif. C'est ça que d'ailleurs que Lacan va critiquer dans sa remarque sur le rapport de Denis Lagache. Donc, le travail de Denis Lagache, qui fait donc à ce moment-là, en 1958, dans ce colloque, l'histoire exacte des travaux depuis Freud sur la question. Et où cela le mène-t-il? Où cela aboutit? Alors, cela aboutit à ceci, dit Lacan, concernant le dit transfert. Il le résume dans une phrase, il résume donc 60 pages en une phrase. Là, il résume ça comme ça, je cite Lacan, « la si pertinente alternative qu'il pose quant à sa nature dernière, entre besoin de répétition et répétition du besoin. » Voilà le transfert façon Lagache. La si pertinente alternative qu'il pose quant à sa nature dernière, entre besoin de répétition et répétition du besoin. Où l'on voit donc qu'on est ainsi quand même assez loin maintenant de l'emploi ordinaire du terme, avec l'abord le plus discutable et vulgaire de la chose en tant qu'on en fait, comme dit Lacan à ce moment-là, on en fait habituellement du transfert, la succession ou la somme des sentiments positifs ou négatifs que le patient porte à son analyste. Lacan va dire à cet endroit qu'il ne constate aucun accord, qu'il n'y a aucune lumière probante faite sur les légitimes questions qu'on se pose. Il va résumer quelles sont ces questions. 3 questions. La première se dit ainsi: est-ce le même effet de la relation à l'analyste qui se manifeste dans l'énamoration primaire observée au début du traitement et dans la trame de satisfaction qui rend cette relation si difficile à rompre quand la névrose de transfert semble dépasser les moyens proprement analytiques? Deuxième question. Est-ce bien encore la relation à l'analyste et sa frustration fondamentale qui, dans la période seconde de l'analyse, soutient la scansion, frustration, agression, régression? Où s'inscriraient les effets les plus féconds de l'analyse? Et enfin, troisième question, comment faut-il concevoir la subordination des phénomènes quand leur mouvance est traversée par les fantasmes qui impliquent ouvertement la figure de l'analyste? Ces questions figurent pages 602-603 des écrits. Alors, rappelons ici que ce sont toujours les divergences techniques qui ont poussé à chaque fois à la révision de la question du transfert dans son histoire. Mais jamais les psychanalystes, jusqu'à cette époque, 58, là, n'ont pu déboucher sur une véritable critique de cette notion, comme le note Lacan. La notion de transfert s'avère être centrale pour l'action analytique. Elle se juge à ce moment-là au maniement du transfert. Et Lacan est là-dessus radical. Je cite la phrase, « car ce maniement, dit-il, ce maniement du transfert ne fait qu'un avec sa notion. Notion du transfert, maniement du transfert, une seule et même question. » Page 603. Et cette notion du transfert est en prise directe avec la théorie. À telle théorie de la psychanalyse dans l'histoire, telle notion du transfert, à travers telle pratique de son maniement. Donc, chaque école, les Anglais, les Américains, les Français, les Allemands, à chaque fois, c'est différent. Dans chaque théorie, il existe des partialités, des partis pris, qui vont engager en conséquence une partialité de la conception du transfert. Et Lacan attaque principalement 3 partialités de la théorie qu'il a repérées. La première, c'est la tendance génétique. Il appelle ça la tendance génétique en psychanalyse, qui est liée au développement observé directement chez l'enfant, dont la caricature serait une certaine stadologie à tout crin. À telle tendance est appendue cette technique particulière appelée analyse des défenses. Elle repose sur le moi inconscient de Freud de la deuxième topique.
Elle trouve son aboutissement chez une Anna Freud et son ouvrage « Les mécanismes de défense ». Les espoirs déçus de cette tendance et de cette voie de l'analyse font se rabattre celle-ci, comme celle-là, sur la notion de pattern. Pattern dit actuel et surtout inactuel, et débouchant sur un « il faut aller du côté des instincts de vie ». C'est-à-dire, des instincts de vie, c'est-à-dire augmenter ses revenus, accéder à un poste plus élevé, coucher avec sa secrétaire, etc., pour libérer les forces asservies dans le conjugo, etc. Voilà, Lacan condamne cette tendance génétique. Deuxième tendance qu'il va aussi condamner, la deuxième tendance prend pour axe la relation d'objet. Dans ces années d'après-guerre, vous savez, on est beaucoup dans la relation d'objet. Son point d'origine est à situer chez Karl Abraham et la notion d'objet partiel, qu'on tire de ce qu'il a dit en parlant de l'investissement d'objet partiel, d'investissement partiel de l'objet, dont Lacan d'ailleurs tira son objet petit a. Lacan dit le transfert qualifié de sexuel, Sexualübertragung chez Freud, est au principe de l'amour qu'on a appelé objectal en français, en allemand Objekliebe. La capacité du transfert, dit Lacan, mesure l'accès au réel, que prétend cette deuxième tendance. On ne saurait trop souligner ici ce qu'il y a de pétition de principe, dit-il. Page 605. Il y a ici une finalité instinctuelle dans cette tendance. La maturation supposée de l'objet avec un grand O. D'où deux phases, une mauvaise puis une bonne. D'abord la phase prégénitale avec un objet du même nom, vilaine, car teinté, je cite maintenant, car teinté d'irréalisme projectif, de l'autisme plus ou moins dosé, de la restriction des satisfactions par la défense, du conditionnement de l'objet par une isolation doublement protectrice quant aux effets de destruction qui le connotent, soit un amalgame de tous les défauts de la relation d'objet pour montrer les motifs de la dépendance extrême qui en résulte pour le sujet. Tableau qui serait utile malgré son parti pris de confusion, s'il ne semblait faire pour servir de négatif à la bertinade, du passage de la forme prégénitale à la forme génitale. C'est une citation dans la citation. Où les pulsions, il cite donc les auteurs, où les pulsions, citation, ne prennent plus ce caractère de besoin, de possession incoercible, illimitée, inconditionnelle, comportant un aspect destructif. Elles sont véritablement tendres, aimantes, et si le sujet ne s'y montre pas pour autant oblatif, c'est-à-dire désintéressé, et si ces objets, parenthèse de Lacan, ici l'auteur se souvient de mes remarques, et si ces objets sont aussi foncièrement des objets narcissiques que dans le cas précédent, il est ici capable de compréhension, d'adaptation à l'autre. D'ailleurs, la structure intime de ces relations objectales montre que la participation de l'objet à son propre plaisir à lui est indispensable au bonheur du sujet. Les convenances, les désirs, les besoins de l'objet, entre parenthèses, Lacan dit quelle salade, Ici, nous retrouvons en bas de page une note indice 1, parenthèse de l'auteur du présent rapport. Donc, quelle salade, il dit, parce qu'il cite les auteurs, sont pris en considération au plus haut point, page 605-606. Donc, Lacan se moque de ce discours de l'IPA. Il se moque de ce discours. Effectivement, ce n'est pas très clair. Il dit qu'à faire avec le réel, ce qui va devenir le réel chez Lacan, qu'à faire avec le réel, cet hymne absurde à l'harmonie du génital. Page 606. La relation d'objet n'a pas pour type démonstratif l'activité du collectionneur, comme le croit Abraham, précise Lacan. C'est plutôt du côté de l'impasse constitutive du désir comme tel, précise-t-il, que Lacan propose de porter notre regard, l'impasse constitutive du désir comme tel.
Ce qui fait que l'objet se présente comme brisé et décomposé est peut-être autre chose qu'un facteur pathologique. Cette tendance s'engage donc dans la fausse route d'une sublimation non questionnée, d'une, citation, oblation qui rayonne de l'amour, page 607, de l'orgasme parfait, citation, du normalisme délirant de la relation génitale, encore citation des auteurs. Mais voilà, nous ne sommes pas là pour ranimer, dit Lacan, ranimer la faim sexuelle chez les retardés de la glande. La physiologie n'est pas notre propos. Et Lacan arrive à la troisième tendance, qu'il va critiquer aussi. C'est une troisième erreur qui, avec les deux premières, fait pyramide. Il dit qu'il faut au moins 3 faces à une pyramide, fût-elle d'hérésie. Si le transfert prend sa vertu d'être ramené à la réalité dont l'analyste est le représentant, et s'il s'agit de faire mûrir l'objet dans la serre chaude d'une situation confinée, il ne reste plus à l'analyser qu'un objet, s'il nous permet l'expression, à se mettre sous la dent. Et c'est l'analyste. D'où la notion d'introjection intersubjective qui est notre troisième erreur, de s'installer malheureusement dans une relation duelle. Car il s'agit bien d'une voie unitive dont les sauces théoriques diverses qui l'accommodent, selon la topique à laquelle on se réfère, ne peuvent que conserver la métaphore en la variant selon le niveau de l'opération considérée comme sérieux. Introjection chez Ferenczi, identification sur mode d'analyse chez Strachey, transnarcissique terminale chez Balint. Et Lacan a précisé que cette tendance, cette troisième tendance dont on vient de parler, méconnaît ceci. Nous ne sommes pas analystes et patients dans une relation duelle. Le sujet a un mode de présence au désir qui vient illustrer un troisième terme, le phallus, et sa fonction privilégiée. Faute de s'orienter, analyste, patient, phallus, donc ternaire, plus duel, plus analyste, patient. Faute de s'orienter, dit Lacan, il dit ça, je résume, analyse, patient, phallus, l'on croit à la relation duel et on entre dans l'erreur totale. Non seulement il faut se repérer, mais il faut acter, il faut agir. Et avec quoi? La réponse de l'époque de Lacan 58 est avec son être. L'être de l'analyste, vaste programme qui va occuper dorénavant centralement l'avancée lacanienne. Vous voyez qu'on est à un virage. L'être de l'analyste, c'est Sándor Ferenczi, qui le premier se trouve taraudé par cette question dans son article de 1909 qu'on a vu, Introjection et transfert. Introjection und Übertragung dans le Jahrbuch für psychoanalytische Forschungen. Introjection et transférence, dans les basic books en anglais aussi, allemand, anglais et en français. Si Ferenczi conçoit le transfert comme l'introjection de la personne du médecin dans l'économie subjective, donc du patient, il ne s'agit plus ici de cette personne comme support d'une compulsion répétitive, d'une conduite inadaptée ou comme figure d'un fantasme. Il entend par là l'absorption dans l'économie du sujet de tout ce que le psychanalyste présentifie dans le duo, comme hic et nunc, ici et maintenant, d'une problématique incarnée. Lacan ajoute, cet auteur n'en vient-il pas à l'extrême d'articuler que l'achèvement de la cure ne puisse être atteint que dans l'aveu, ça c'était du Ferenczi, dans l'aveu fait par le médecin au malade du délaissement dont lui-même est en position de souffrir. Vous savez, vous êtes malheureux, mais moi aussi, je vais vous expliquer. Ça se trouve page 613. Tout ça est comique, dira Lacan, comique. Non, il faut reprendre au départ, toujours et encore. Lacan parle d'un transfert en tant que primaire. Pour reprendre le départ, cette situation,
ce qu'il appelle la situation analytique à l'époque, dont il dit aussi par ailleurs que ce n'est pas une situation, mais enfin là il dit la situation analytique. Pour reprendre le départ, cette situation explique le transfert primaire et l'amour où parfois il se déclare. Car ça c'est du Lacan, car si l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas, il est bien vrai que le sujet peut attendre. Il peut attendre qu'on le lui donne, puisque le psychanalyste n'a rien d'autre à lui donner. Mais même ce rien, il ne lui donne pas. Et cela vaut mieux. Et c'est pourquoi ce rien, on le lui paie, et largement de préférence, pour bien montrer qu'autrement, cela ne vaudrait pas cher. Vous voyez ça, page 618. Le transfert primaire reste le plus souvent, affirme-t-il, à l'état d'ombre. Alors, l'analyste ne donne rien. Bon, mais que donne au fond l'analyste, quand même? On remarquera que l'analyste donne parfois sa présence. Donne pourtant, excusez-moi, pourtant sa présence. Mais je crois qu'elle n'est d'abord que l'implication de son écoute. Et que celle-ci qu'elle n'est que la condition de la parole. Vous voyez cet emboîtement, ce déboîtement, hein, sa présence, mais je crois qu'elle n'est d'abord que l'implication de la présence de son écoute, et que celle-ci, donc l'écoute, n'est que la condition de la parole. C'est plus tard que sa présence sera remarquée, ajoute-t-il. L'analyste donne-t-il ce qu'on a coutume d'appeler une réponse? Lacan dit qu'elle se veuille frustrante ou gratifiante, toute réponse à la demande dans l'analyse y ramène le transfert à la suggestion. Ce qu'il ne faut pas, bien sûr. Il y a déjà trop de suggestions dans le transfert. Il y a entre transfert et suggestion, c'est là la découverte de Freud, un rapport. C'est que le transfert est aussi une suggestion, mais une suggestion qui ne s'exerce qu'à partir de la demande d'amour, qui n'est demande d'aucun besoin. Mais il ne faut pas confondre l'identification au signifiant tout-puissant de la demande dont nous avons parlé et l'identification à l'objet de la demande d'amour. Voilà. On va confondre le phallus et l'objet petit a pour vous traduire. Là, elle l'exit qui permet qu'on sorte de la suggestion. L'identification à l'objet comme régression, parce qu'elle part de la demande d'amour, ouvre la séquence du transfert. Entre parenthèses, il dit l'ouvre et non pas la ferme. Ouvre la séquence du transfert, soit la voie où pourront être dénoncées les identifications qui, en stoppant cette régression, la scandent. Page 635. Puis donc vient un conseil didactique qui ne sait pas pousser ses analyses didactiques jusqu'à ce virage où s'avère avec tremblement que toutes les demandes qui se sont articulées dans l'analyse, et plus que tout autre, celle qui fut à son principe de devenir analyste, et qui vient alors à échéance, n'était que transfert destiné à maintenir en place un désir instable ou douteux en sa problématique. Que celui-là ne sait rien de ce qu'il faut obtenir du sujet pour qu'il puisse assurer la direction d'une analyse ou seulement y faire une interprétation à bon escient. J'espère que vous avez entendu ce passage. Je peux le relire si ça vous plaît. Qui ne sait pas pousser ses analyses didactiques jusqu'à ce virage où s'avère avec tremblement que toutes les demandes qui se sont articulées dans l'analyse, et plus que tout autre, celle qui fut à son principe de devenir analyste, et qui vient alors à échéance, n'était que transfert destiné à maintenir en place un désir instable ou douteux en sa problématique, que celui-là ne sait rien de ce qu'il faut obtenir, etc. Ces considérations nous confirment qu'il est naturel d'analyser le transfert. Voilà, le transfert, ça s'analyse. Pas comme dans les psychothérapies. Ça s'analyse, un moment ou un autre, analyser le transfert. Car le transfert en lui-même est déjà analyse de la suggestion. Autant qu'il place le sujet à l'endroit de sa demande, dans sa position qui ne tient que de son désir. C'est seulement par le maintien de ce cadre du transfert que la frustration doit prévaloir sur la gratification.
La résistance du sujet, quand elle s'oppose à la suggestion, n'est que désir de maintenir son désir. Comme telle, il faudrait la mettre au rang du transfert positif, puisque c'est le désir qui maintient la direction et l'analyse, hors des effets de la demande. C'est pour ça que l'analyste ne répond pas à la demande, c'est parce qu'il privilégie derrière ce que la demande porte de désir qui a à se révéler. Ces propositions, on le voit, changent quelque chose aux opinions reçues en la matière. Elles donnent à penser qu'il y a un problème, qu'il y a mal donne quelque part, et nous aurons atteint notre but, page 636. Voilà. Et je crois que l'IPA n'a rien entendu à ce qu'il disait à ce moment-là, donc ça a été la guerre pendant des années. Ce qu'il a avancé était refusé. Bon, maintenant, c'est admis par tout le monde, y compris par l'IPA. Il aura fallu pas mal d'années. Et Lacan, maintenant, se fâche lorsqu'il parle de l'action d'analyse qui, dit-il, descend à l'abjection. L'analyse faite par les ipéistes. Page 638. Car enfin, qu'est-ce d'autre quand l'analyste s'interpose pour dégrader le message du transfert, le message de transfert qu'il est là pour interpréter en une fallacieuse signification du réel qui n'est que mystification. Donc, le transfert est à interpréter, voilà, mais c'est à interpréter, c'est pas ce que font les analystes de l'IPA. Car le point où l'analyste aujourd'hui prétend saisir le transfert est cet écart qu'il définit entre le fantasme et la réponse dite adaptée. Et Lacan dit, mais adaptée à quoi? Sinon à la demande de l'autre, c'est-à-dire de l'analyste. Et en quoi cette demande aurait-elle plus ou moins de consistance que la réponse obtenue, s'il ne se croyait autorisé à dénier toute valeur au fantasme dans la mesure qu'il prend de sa propre réalité. 639. Alors, Lacan de conclure à ce sujet, c'est ainsi qu'au mieux, l'analyste d'aujourd'hui laisse son patient au point d'identification purement imaginaire dont l'hystérique reste captif pour que son fantasme en implique l'englument. C'est contre ça qu'il lutte. La façon d'analyser à l'époque. Soit sur ce point même dont Freud, dit Lacan, dans toute la première partie de sa carrière, on l'a vu, voulait le tirer trop vite en forçant l'appel de l'amour sur l'objet de l'identification. Pour Elisabeth von Eyre, dans les études sur l'hystérie, son beau-frère. Pour Dora, Monsieur K. Pour la jeune homosexuelle du cas d'homosexualité féminine, il voit mieux, mais il achoppe à se tenir pour viser dans le réel par le transfert négatif. Donc, il y aura tout ça sur cet appel à l'amour, appel de l'amour. Et Lacan va dire, ce ne sera que dans Psychologie des masses et analyse du moi que Freud, dans ce chapitre appelé l'identification, arrivera à distinguer, précise Lacan, ce troisième mode d'identification que conditionne sa fonction de soutien du désir et que spécifie donc l'indifférence de son objet. Page 639. Il s'agit ici de l'identification hystérique au leader. Je désire ce que désire l'autre, à ou de sa place. Identification hystérique au leader. Voilà. Et Freud laissait Dora sur cette identification hystérique. Et donc, Lacan critique que les ipéistes continuent à laisser la question du transfert et les analyser à ce point-là. C'est-à-dire impossible de finir leur analyse, impossible d'aller plus loin. Eh bien, pour ce soir, nous en resterons là parce qu'on est vraiment au maximum de ce que Lacan peut faire avant cette révolution du séminaire sur le transfert pour la prochaine fois. Vous verrez, tout va basculer, mais tous les éléments sont en place. Nous en resterons donc là sur la position de Lacan à la fin des années 50. En 58, La direction de la cure est un texte charnière, allez le lire, qui pointe avec ses références au phallus, on vient d'en parler, au désir, qu'apporte Lacan par rapport aux ipéistes freudiens, au graphe du désir, allez voir comment ça se construit, on ne peut pas tout faire ici ce soir dans ce séminaire, allez voir ce que c'est que la construction du graphe du désir, à la lettre et au transfert,
à la parole, à la demande et à la liberté. Voilà où en est Lacan entre l'Hamlet du séminaire sur le désir de 1958-59, l'année où il y a la direction de la cure, et le Sade, du marquis de Sade, du séminaire sur l'éthique en 59-60, qui va arriver après ce texte, et le Socrate du banquet et la trilogie claudélienne du séminaire sur le transfert 60-61. Vous voyez, c'est 3 séminaires sur le désir 58-59, l'éthique 59-60, et puis on va parler du transfert maintenant 60-61 au mois de mars, avant qu'ils ne se prennent de topologie, car la topologie va démarrer à ce moment-là, à partir du séminaire de 61-62, le suivant, qui s'appelle donc l'identification, et qui a posé beaucoup de problèmes aux analystes lacaniens. Hein. Voilà. Voilà, on en est à un moment charnière, à la fin des années 50, et vous allez maintenant, après, assister dans les 4 séances qui viennent, sur les années 60 et 70 aussi, bien sûr, mais surtout 60, où se met en place la topologie, où se met en place la topologie et bien sûr le novo-roméen à la fin. Voilà, mais surtout ce séminaire sur le transfert dont on parlera, je crois que c'est le 9 mars, enfin au mois de mars. Hein. Voilà, je voulais un peu faire chauffer les choses parce que fin 58, tout est en place, mais il n'y a pas de théorie du transfert comme on va la découvrir. La théorie de Lacan du transfert, on la découvre au mois de mars. Là, il y a toutes les critiques qu'il adresse à l'IPA, mais il a tout, il a tout. Hein. Il a le grand hôte, il a l'objet petit a, il a le désir, il a le phallus, il a tout pour l'algèbre lacanienne et tout pour aller plus loin. Et vous verrez que le séminaire sur le transfert, dont on n'abordera que le côté du séminaire qui concerne Socrate, hein, le dialogue platonicien qui concerne Socrate, mais on n'attaquera pas la trilogie claudélienne, où il semble se perdre un peu. Voilà, je vous expliquerai ça la prochaine fois. Et ce séminaire sera bien sûr basé sur ce qu'il est en train d'inventer, qui est ce fameux objet petit a dont on a dit qu'il venait d'Abraham. L'objet partiel d'Abraham donne, entre autres, c'est là la racine, donne l'objet petit a et le petit autre aussi. Bon. L'objet petit a dont on va maintenant vous rabattre les oreilles en mars, avril, et mai et juin. Voilà, on peut peut-être couper pour pouvoir parler sans être espionné.